La Syrie est avec l'actuel Irak le berceau de l'histoire de l'humanité. C'est ici qu'émergèrent parmi les premiers villages agricoles du monde. C'est ici que fut créé le premier alphabet, qu'on y découvrit la première note de musique écrite. Alep serait la ville habitée la plus ancienne du monde, à moins que ce ne soit Damas. La Syrie était une mosaïque ethnique et religieuse. Majoritairement sunnite, on comptait 3 fortes minorités, les Alaouites, les chrétiens et les Kurdes. Y vivaient aussi des Druzes, des chiites ainsi que des Yézidis. Malgré leurs différences, tous se revendiquaient syriens. Les églises côtoyaient les mosquées, les pèlerins chiites se rendaient à la mosquée des Omeyyades pour célébrer Hussein avant de se rendre à la mosquée Ruqayya. Cette Syrie est morte le 15 mars 2011. Damas, mai 2009. 6 heures du matin, la capitale syrienne s'anime déjà. Dès les beaux jours, chaque matin, les élèves des Beaux-Arts se rassemblent devant les jardins jouxtant le musée national. Comme placé sous la protection de Salah al-Din, le souk Hamidieh est constitué d'une longue rue pavée recouverte d'une structure métallique. Il constitue une exposition permanente de l'ensemble des produits fabriqués par les artisans locaux. Chaque jour, excepté le vendredi, la foule se presse le long des centaines d'échoppes, parfois minuscules. Des passages latéraux donnent accès à de nombreux autres souks spécialisés. Il est impossible de rater le café-pâtisserie Bagdash situé au milieu du souk Hamidieh. Bagdash est incontournable. Aucun villageois, aucune famille en visite à Damas ne manquerait l'occasion de déguster la mahlaye, cette succulente crème au lait enrobée d'amandes et de pistaches. La grande mosquée de Damas est l'une des plus vénérées de l'islam. Sa construction débute en 705 sous Walid Ier pour se terminer en 714-715 sur l'emplacement de l'église Saint-Jean-Baptiste. Elle fut dès son achèvement considérée comme une merveille du monde, la gloire et la fierté des musulmans. En y pénétrant, on est frappé par la blancheur et l'animation qui y règne. La mosquée a été confrontée à de nombreux tremblements de terre et incendies, dont celui de 1893 qui détruisit la décoration intérieure de la salle de prière.
Situé au pied de la grande mosquée, le café El Nofara est le café le plus célèbre de Damas. Il accueillait, il y a peu de temps encore, un conteur qui tous les soirs captivait son auditoire avec des histoires du Moyen-Âge. À partir du souk Hamidieh, on a accès à toute une série de souks spécialisés, dont les plus célèbres sont les souks Al-Gumruk ou Al-Bouziyeh. Les boulangeries sont incontournables. À heure fixe, les hommes se pressent devant les étals acheter des pains tout juste sortis du four. Au cœur du vieux Damas s'élève le plus grand caravansérail de la ville, le Khan d'Assad Pacha. Les caravansérails étaient des relais routiers construits sur les grands axes caravaniers. Au rez-de-chaussée, la cour est entourée de 40 boutiques que louaient autrefois des riches commerçants pour y déposer leurs marchandises et conclure leurs affaires. À l'étage, 44 pièces étaient destinées à héberger les voyageurs. Jusqu'au début du XXe siècle, le Khan accueillait des caravanes en provenance d'Alep, Beyrouth, Bagdad, Mossoul et d'autres villes du Moyen-Orient. Depuis l'époque romaine, la Via Recta, ou rue droite, traverse la vieille ville sur une longueur de 1300 mètres. Vers 18h, elle se transforme en un immense embouteillage. Le souk Midhat Pacha regorge de petites échoppes. C'est aussi l'endroit idéal pour acheter le café syrien fait d'un mélange de café et de cardamome. En prenant la direction de Bab Cherki, on arrive dans le quartier chrétien où sont installés de nombreux antiquaires. Le palais Hazem est le plus vaste des 15 palais que comptait Damas au XVIIIe siècle. Il abrite aujourd'hui une collection ethnographique, mais son véritable intérêt réside dans son architecture et sa décoration. Comme toutes les grandes demeures arabes, il se divise en deux parties. Le Selamlik, pour les visiteurs, et le Haramlik, partie la plus importante, réservée aux pachas et à ses femmes, ordonnée autour d'une vaste cour. السيد علي عسيري السفير السعودي في باكستان من العربية شكرا. Le Hammam Nur ed-Din, situé dans la vieille ville, a été édifié à partir de 1154. Le hammam est une des plus typiques constructions de la ville musulmane. Située près de la mosquée des Omeyyades, la mosquée Ruqayya a été entièrement reconstruite en 1993 sur l'emplacement de la tombe d'une arrière-petite-fille du prophète grâce à des capitaux iraniens. C'est un exemple tout à fait insolite d'art persan en Syrie. Le style iranien se signale par des voûtes surbaissées, les miroirs et les céramiques habillant les murs. Le théâtre romain de Bosra
est un des rares à ne pas être adossé à une montagne ou à un monticule. Il peut contenir 17 000 personnes. Il était à l'époque romaine recouvert d'une tenture protégeant de la pluie et surtout du soleil. La scène bénéficie d'une acoustique exceptionnelle. Il s'agissait jadis d'un centre important car Bosra était placé au carrefour d'importantes voies commerciales puis sur la route des pèlerinages musulmans. Contrairement à Petra ou Palmyre, l'histoire de la cité ne s'arrête pas à l'Antiquité. La ville poursuit son rayonnement durant la période médiévale. Ici, les civilisations, loin de disparaître brutalement, ont transmis une part de leur héritage avant de s'éteindre doucement. Son patrimoine excessivement varié constitue un résumé de l'histoire de la Syrie. Située à 42 km au nord de Damas, Maaloula est réputée être l'une des dernières villes où la messe est célébrée en araméen, la langue que parlait Jésus. Les façades bleues et blanches du village surgissent accrochées au flanc des collines. Elles forment un enchevêtrement de constructions servies par des escaliers et des échelles. Le monastère de Saint-Serge, de rite grec catholique, est un des plus anciens du Moyen-Orient. Il a été fondé au tournant du 5e et 6e siècle. Hama est situé sur les bords de l'Oronté. La plainte de ces norias dont les grandes roues hissaient l'eau pour irriguer les jardins et les vergers s'élève sans fin le long du fleuve. Elles n'ont actuellement plus d'utilité pratique et sont conservées dans un but esthétique et historique. Le Krak des Chevaliers est planté au sommet d'une montagne. C'est le château fort le plus exceptionnel, bâti par les croisés pour assurer la protection des États latins. La forteresse comporte deux parties distinctes. La première, l'enceinte extérieure avec ses 13 tours et son entrée principale, et la seconde,
l'enceinte intérieure et le bâtiment central construit sur une plateforme rocheuse. Des douves creusées dans la roche séparent les deux murs. En temps de paix, le Krak abritait une garnison de 2000 hommes. La relative exiguïté des lieux imposa l'aménagement de plusieurs niveaux, étages ou sous-sols, où s'entassaient hommes et bêtes ainsi que de prodigieuses quantités de nourriture. La construction de la chapelle remonte aux premières décennies de la présence des Hospitaliers, sans doute vers 1070. Un mihrab et une chaire témoignent de la transformation de la chapelle en mosquée dès la prise de la citadelle par les musulmans. Le site antique d'Apamée est avec Palmyre l'un des plus beaux de Syrie. Plus encore qu'à Palmyre, la splendeur du site doit beaucoup à son cadre. Ici, contrairement à d'autres grandes cités, aucune occupation ultérieure n'est venue altérer le site antique. La grande colonnade, la voie principale de l'antique Apamée, mesure 1850 mètres. D'une largeur de 37 mètres, elle était bordée de part et d'autre d'un portique recouvert de mosaïques abritant des boutiques. On estime qu'au 1er siècle de notre ère, la ville comptait 500 000 habitants. Les villes mortes de la Syrie du Nord constituent un des ensembles archéologiques les plus extraordinaires au monde. Ces ensembles archéologiques recouvrent une superficie d'environ 2000 km². La plupart ont été fondés entre le 1er et le 7e siècle et abandonnés entre le 8e et le 10e siècle. Ces communautés rurales ont connu leur apogée vers le 4e siècle grâce au commerce du vin, de l'olive et de céréales. Après leur abandon, que des chercheurs attribuent à la surpopulation et au manque d'espace cultivable, leur éloignement relatif des grands centres d'habitation les ont préservés du réemploi des matériaux et a permis leur préservation. Une des portes principales de la vieille ville, Bab Antakya, donne accès à une voie principale qui conduit à la citadelle d'Alep. Les souks d'Alep sont considérés comme les plus actifs du Proche-Orient. Leurs 12 km de ruelles sont bordées de milliers d'échoppes. L'hôtel Baron, hôtel de légende où ont séjourné Laurence d'Arabie, Agatha Christie, le général de Gaulle et bien d'autres voyageurs illustres, est aujourd'hui bien fatigué. Malgré tout, l'endroit dégage un charme indéfinissable. C'est là que descendaient les voyageurs de l'Orient Express.
À Alep, de nombreux jardins permettent de s'échapper pour un temps de la frénésie des souks, pour mieux y retourner ensuite. En partant de la tour de l'horloge, on accède à la cathédrale maronite et au quartier chrétien de la ville, connu notamment pour abriter les meilleurs restaurants de la ville. Les ruelles, entourées de hauts murs, sont caractéristiques du quartier. De l'extérieur, rien ne filtre du raffinement de la maison à l'épine. La citadelle d'Alep est un véritable chef-d'œuvre d'art militaire médiéval. C'est un des monuments les plus imposants de Syrie. Entreprise à partir de 1210, elle est l'œuvre d'un des enfants de Salah ad-Din. Cette place jugée imprenable fut pourtant enlevée par les Mongols en 1260 et par Tamerlan en 1400. De plus en plus intégrée au tissu urbain, elle perdit bientôt toute valeur militaire. Contrairement au système défensif parfaitement conservé, les édifices de l'intérieur, mosquées, hammams, théâtres sont partiellement en ruine. Le monastère de Saint-Siméon doit son nom au saint qui y séjourna pendant 36 ans au sommet d'une colonne de 15 mètres de hauteur. Cette colonne était entourée d'une balustrade au sommet. Saint-Siméon était attaché à un pilier pour lui éviter de tomber la nuit. Ses compagnons moines lui apportaient de quoi manger par une échelle et 2 fois par semaine il célébrait la messe du haut de la colonne. Devenu lieu de pèlerinage à la mort de Siméon, l'endroit fut coiffé d'un vaste ensemble architectural comprenant une magnifique basilique et un baptistère. À nouveau Alep, avec la grande mosquée construite à partir de 715. Dévastée à plusieurs reprises par les incendies, la mosquée dans son état actuel date du XVe siècle. La cour se caractérise par un dallage polychrome. Face à la grande mosquée s'ouvre une école coranique, la Madrasa Khalawiya qui date du VIe siècle. Si l'usage du savon est connu depuis l'Antiquité, c'est à partir du XIIe et XIIIe siècle que se sont développées les savonneries. Le savon est composé exclusivement d'huile d'olive et d'essence de laurier. Après cuisson dans de gros chaudrons en cuivre sur des feux de bois, le savon est refroidi et découpé à la main en blocs rectangulaires. Les savons d'Alep sont stockés sous la forme de tours hélicoïdales pour que l'air puisse passer et favoriser un séchage complet et qui dure 9 mois. Sous le désordre apparent d'un souk arabe se cache en réalité un ordre rigoureux. La répartition des activités répond à une logique bien précise. Elle est régie par la pureté originelle des marchandises.
Ainsi, orfèvres, vendeurs de produits précieux, de tissus et de livres occupent une place privilégiée près de la grande mosquée. À mesure que l'on s'en éloigne, les produits deviennent plus courants. Parfums, épices, alimentation, etc. Certaines activités sont même reléguées à la périphérie du bazar, comme les boucheries et les tanneurs. Oui, mais c'est... Alors, attends, كلهم لا بكره بس ارجع ذكر لي هو Palmyre exhale un parfum de légende. Son nom évoque les caravanes chargées d'épices et de soie, la reine Zénobie qui défia Rome. De la ville nouvelle, on accède au site par le temple de Baal Shamin. Le temple fut transformé en église au 5e siècle, d'où la parfaite conservation de sa cella, à l'exception du toit. Mais l'entrée la plus spectaculaire s'effectue à partir de l'arc monumental qui ouvre sur la grande colonnade, longue de 1200 mètres. Juste après le temple de Nebo, en face, 4 colonnes de granit rose d'Assouan signalent l'entrée de terme appelée bain de Dioclétien. En s'avançant parmi les ruines, on arrive à un beau bassin central, entouré autrefois d'une colonnade. La grande colonnade était l'axe principal de la ville. Chacune des colonnes portait une consonne soutenant une statue de bronze d'un personnage que Palmyre tenait à honorer. Le théâtre est également un édifice remarquable, notamment par son mur de scène long de 45 mètres, presque autant que celui de Bosra. On accède au tétrapile, sorte de rond-point au carrefour le plus important de Palmyre. Au-delà du tétrapile, la grande colonnade est jonchée par les ruines des boutiques, d'un souk arabe ainsi que des vestiges de quartiers d'habitation. Une route menant à la ville nouvelle sépare la ville antique en 2 parties. À l'est se dresse le temple de Baal. C'est l'édifice le plus important de Palmyre pour son état de conservation. On y adorait ici plusieurs dieux, mais le principal était le dieu Baal. C'est une vaste esplanade presque carrée de 210 mètres de côté. Le temple repose sur un haut podium. Jusque dans les années 1920, le temple était habité par plusieurs milliers de bédouins, la ville nouvelle n'existant pas encore. En mai 2001 s'est tenu au temple de Baal, le dernier festival du désert, avec notamment la troupe folklorique de Raqqa. La nécropole est située à l'ouest du site. Les Palmyréniens se faisaient inhumer en famille dans des caveaux souterrains ou dans des tours funéraires. Lorsque le soleil décline, ces belles pierres dorées s'embrasent. Les ombres qui la peuplent ressuscitent les anciens habitants et le site redevient la propriété des nomades.
Situé à l'extrême est de la Syrie, sur les bords de l'Euphrate, Dez Erzor n'est pas à proprement parler une destination touristique. Cependant, une promenade le matin très tôt dans les souks nous offre une multitude de portraits de bédouins très attachants, descendant des villages alentours pour faire leur marché et se rencontrer. شفت انا تاخذ لك كذا. Pour terminer ce voyage, vous êtes maintenant en plein cœur du souk de Dez Erzor, à quelques kilomètres de la frontière irakienne. Au début de l'année 2011, la contagion contestataire atteint la Syrie dans la foulée de la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Bahreïn et le Yémen. En mars 2011, de jeunes collégiens, des adolescents, écrivent sur les murs de Deraa, dans le sud du pays, le slogan scandé dans toutes les rues arabes. Le peuple veut la chute du régime. Ils sont arrêtés par les services de sécurité et torturés. À la suite de cet acte, les manifestations s'étendent par capillarité dans tout le pays. Des centaines de milliers de manifestants pacifiques réclament la démocratie et la fin de la corruption. Les forces du régime répondent en tirant sur la foule, faisant ainsi des morts et des blessés. Dans le même temps, des centaines de jeunes activistes et autres civils sont arrêtés et disparaissent dans les prisons du régime. La répression chaque jour plus féroce provoque de nouvelles protestations et de nouvelles demandes de réforme. Le cycle manifestation-répression se poursuit pendant des mois. À la fin de l'année 2011, l'ONU dénombre déjà 5000 morts.